Et nous voilà en ligne. Hop. Je m'assure que tout est en ordre ici. Ok. Ça a l'air d'aller. Parfait. Alors, hop. J'espère que la connexion va bien ce soir parce que depuis tout à l'heure sur Streamlab OBS, il me dit j'ai des connexions et des reconnexions sur le chat. Comme si je perdais la connexion à Twitch et puis que j'y revenais. Donc c'est assez bizarre. J'espère que tout va bien. Ouais, ça me le fait encore maintenant. Je sais pas pourquoi. Donc, ma connexion est stable de mon côté, donc je ne sais pas. Bon, bref. Hop. Donc, nouveau stream. J'ai fait quelques petites modifications à l'habillage de la tente. Hop. Voilà, histoire de varier un peu, j'ai mis quelque chose un peu plus personnalisé avec un slideshow d'images dont je me sers comme fond d'écran en ce moment. C'est des images que j'aime bien et que je voulais partager. Je vais bientôt faire un dump de mes fonds d'écran. Parce que c'est une petite lubie en ce moment que j'ai d'essayer de trouver des images de belle qualité de l'univers que je peux fréquenter afin de personnaliser davantage encore mes petits écrans. Alors, cette semaine, je voulais parler d'une thématique toujours très intéressante quand on parle de sciences du langage et en général quand on parle de sciences, qui est la question des frontières et des bornes que l'on peut avoir dans un sujet de recherche, quel qu'il soit, et de l'importance que l'on va accorder à cet indice pour catégoriser les éléments autour de nous. Car c'est finalement le travail de toute démarche scientifique, que l'on soit linguiste, que l'on soit biologiste, que l'on soit historien ou que sais-je, à un moment donné, pour étudier un objet en particulier, il faut que l'on soit capable d'en définir les bornes. Puisque si l'on est incapable de définir positivement son objet, eh bien on ne peut pas franchement savoir qu'en faire. En fait, je vais baisser un peu le son de mon accompagnement musical. Voilà. Que ça me... la playlist que je prends n'a pas été bien échantillonnée, je pense, donc... Tac. Et donc, pour bien déterminer un objet d'étude, il faut déterminer, avant toute chose, ses limites, et donc, il faut qu'on puisse définir positivement les qualités de l'objet que l'on étudie et négativement les propriétés de celles des objets qui sont proches de l'objet que l'on étudie. On ne peut pas étudier efficacement, par exemple, les substantifs en linguistique si on ne sait pas très bien les déterminer par rapport aux déterminants ou aux adjectifs ou aux verbes. De la même façon, on ne peut pas déterminer et étudier le texte si l'on n'est pas capable de le définir. La difficulté inhérente à cette partie du problème, qui est pourtant fondamentale, c'est que cette considération des limites et des bornes que l'on va avoir, elle est mouvante et elle est tout le temps redéfinie. Elle est redéfinie non seulement par époque, la façon dont on considérait un texte il y a 200 ou 300 ans, ou même il y a 50 ans en linguistique, n'est pas du tout la même que
la borne textuelle que l'on envisage aujourd'hui. Et elle va même différer souvent de chercheur ou de chercheuse à chercheuse ou de chercheur à chercheur. D'où toujours des discussions en amont, hein, en prologue, hein, en prolégomène, des enjeux de la définition de l'objet que l'on étudie. Et donc, pour aborder cette question des frontières en linguistique, je voulais parcourir avec vous ce soir un article de Bernard Combette et d'Anne Carlier sur la délimitation de ce qu'on appelle les chronolectes du français, c'est-à-dire des différentes périodes de sa vie en diachronie, où on est passé ainsi de, comme on le sait, hein, de l'ancien français au français, au moyen français, et puis du français, du moyen français au français préclassique, du français préclassique au français classique, et ainsi de suite. Et ça, ce sont des catégories qui, en général, vues de loin, ne posent pas vraiment de soucis, dans la mesure où il y a tout un faisceau d'indices qui permettent de déterminer... Eh bien, alors, tu fais la fofolle, toi, derrière? Bergamote a les zoomies. Il y a tout un tas d'indices qui permettent de distinguer, par exemple, la langue de Montaigne ou de Marguerite de Navarre et la langue de Racine ou notre propre langue personnelle. Donc on peut se fonder tant sur des arguments positifs, explicites, liés à l'histoire de la langue française, ou bien à des événements culturels, comme on le fait parfois en histoire. Il y a des indices suffisamment forts qui nous permettent de repérer qu'un texte appartient à tel ou tel état de langue sans difficulté aucune. Mais faisant ça, on est obligé de placer des jalons sur un événement, l'évolution diachronique, qui par essence est continue et qui n'a pas de marque particulière sur de rupture de continuité. Hein, il n'y a jamais eu dans l'histoire linguistique, à ce que l'on sache, une génération qui a cessé de comprendre tout d'un coup la langue que parlaient ses parents ou ses grands-parents, même si elle peut paraître effectivement parfois un peu vieillie, un peu archaïque, etc. Mais l'humanité s'est toujours comprise à travers le temps, sans discontinuité, et donc arrive donc un moment où il faut bien décider que cet état de langue-là est un état de langue ancien, hein, de l'ancien français, et tel autre du moyen français. Mais quand est-ce qu'on va fixer cette limite, cette borne? Là, c'est beaucoup plus compliqué. Cet article-là de Bernard Combette et d'Anne Carlier, du moyen français au français préclassique, alors qui est paru dans le dernier numéro de la revue Le Français préclassique, qui est donc une revue dédiée, comme son nom l'indique, à cette période du français préclassique aux bornes un peu difficiles à déterminer. On dit, voilà, c'est entre 1550 et 1650 à peu près. Bon. On est deuxième moitié du XVIe, première moitié du XVIIe. Il y a un enjeu pour savoir s'il s'agit d'une véritable section chronologique, un véritable chronolecte, ou bien quelque chose de plutôt artificiel par rapport à la découpe qui faisait progresser en fait le moyen français jusqu'au début du XVIIe siècle. Et parmi certains des arguments qui sont mis en avant, il y a celui-ci, hein, qu'a beaucoup étudié Bernard Combette, dont j'ai déjà parlé, qu'il y a une suite d'indices qui permet de dire que nous avons transité d'un état de langue à l'autre. Alors Bernard Combette, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler au cours de ce stream, hein, c'est un des chercheurs en diachronie du français aujourd'hui, hein, qui est certes un peu plus vieux maintenant, si je puis dire. Il est émérite, hein, il a fait énormément de sa carrière, il a une très longue carrière maintenant. Et on a déjà eu l'occasion de commenter hein, certains de ces articles. Hein, le plus récent, c'était, hop, copier le lien, celui sur la spécialisation morphosyntaxique. Bonsoir. Bon, merci d'être là. Donc cet article sur la spécialisation morphosyntaxique avec Sophie Prévost. Et Anne Carlier, je ne crois pas qu'on ait eu l'occasion
de lire de ces textes au cours de ces streams. Ah si, tout à fait, l'article que j'avais mis, que j'ai pointé, était aussi d'Anne Carlier, autant pour moi. Je croyais qu'il était de Sophie Prévost et Bernard Combette, mais non. Il était également d'Anne Carlier, donc on a à nouveau le même couple d'auteurs, si je puis dire, et Anne Carlier également une des grandes spécialistes de l'histoire de la langue française, qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Donc c'est un article qui est très riche, hein, très intéressant. Alors malheureusement derrière Paywall, là on va en lire des extraits, mais vous pouvez le trouver en bibliothèque assez facilement. Je vais m'intéresser en priorité à l'introduction, hein, assez riche. Et puis nous lirons voilà, les deux premières parties, la très grande introduction. Et puis ensuite je laisserai de côté la suite de la démonstration pour revenir vers la conclusion qui m'a semblé très intéressante également. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'article, parce que comme vous voyez, c'est un très très long article, hein. Il fait plus d'une vingtaine de pages, je n'ai pas compté le nombre de caractères, mais on doit être de l'ordre de 75 000 caractères, ce qui est très long pour un article scientifique de cet ordre. Mais voilà, je voulais pointer quelques éléments intéressants dans l'introduction. Donc, du moyen français au français préclassique, aspect de l'énoncé complexe. Donc, introduction. Les bornes du moyen français. La périodisation de l'histoire de la langue a souvent été établie à partir d'un mélange de critères historiques, culturels et littéraires. Le moyen français fait toutefois exception. Alors effectivement, puisque l'ancien français est plus ou moins, correspond plus ou moins à des cycles de rois, le français classique, le XVIIe siècle, s'aligne avec plus ou moins le règne de Louis XIV, etc. Mais effectivement, ce n'est pas le cas du concept de moyen français. Dès la fin du XIXe siècle, Darmstädter, donc l'un des chercheurs qui a vraiment marqué de son empreinte la linguistique diachronique du français, avance le moyen français comme étape intermédiaire entre l'ancien français et le nouveau français, situé entre le XIVe et le XVIe siècle. En effet, plusieurs changements concomitants marquent une frontière à la matière d'un faisceau d'isoclosse en variation géographique. Donc un isoclosse, hein, c'est une frontière abstraite, hein, qui sépare une zone géographique en deux variétés de langues. Ainsi, comme le rappelle Marcello Nidia, dans le domaine de la phonétique, les diphtongues se réduisent, le E devient muet, bon nombre de consonnes en position finale de syllabes finissent par s'amuir. Dans le domaine de la morphologie, la déclinaison bicasuelle n'est plus maîtrisée, les adjectifs épicènes s'alignent sur les autres, la conjugaison du parfait, fort, commence à s'aligner sur un radical unique, le système des pronoms et celui des démonstratifs subissent une profonde mutation, le partitif se grammaticalise en article. Dans le domaine de la syntaxe, l'ordre sujet-verbe-objet s'impose progressivement, au détriment de l'ordre partiellement discursif de l'ancien français, le lexique enfin est touché par une forte latinisation. Donc ça, c'est des concepts que j'ai présentés dans la vidéo que j'ai mis dans le chat un peu plus tôt, notamment sur des questions de spécialisation morpho-syntaxique. La délimitation du début de la période a donné lieu à un débat. Les datations divergent entre la fin du XIIIe siècle, pour Marcello Nidia, l'avènement des Valois en 1328, pour Bruno, le début de la guerre de Cent Ans, pour Guiraud, le milieu du XIVe siècle pour Wartburg, voire le XVe siècle pour Villemette. Martin et Villemette, dans leur syntaxe du moyen français, éludent en quelque sorte la question en adoptant une perspective strictement synchronique, la description grammaticale proposée s'appuyant sur un corpus de 1455 à 1465. Les divergences sont tout aussi nombreuses pour ce qui est de la borne finale du moyen français. Alors qu'elle était définie au départ par rapport au français classique, on voit émerger d'abord le terme de français de la Renaissance, basé sur un critère culturel, décrit plus neutrement par Guggenheim comme le français du XVIe siècle, et rebaptisé par la suite français préclassique, terme bien répandu aujourd'hui, comme le prouve l'intitulé de la revue, qui porte son nom, et donc dans lequel cet article a été publié tout récemment. Je crois que la publication date
de mai, je crois, ou de juin dernier. Donc c'est vraiment un article qui est dans l'immédiateté scientifique de ma discipline. Bonsoir, merci d'être là. Dans la grande grammaire historique du français, récemment publiée, est questionnée la pertinence de faire coïncider cette période avec le XVIe siècle. Cette remise en question s'appuie sur un double constat. Dans sa grammaire de la langue du XVIe siècle, Guggenheim met en lumière un moment de fracture. Donc, citation de Guggenheim, « Une date cependant semble importante dans l'histoire de la langue comme dans l'histoire des idées, l'histoire des lettres et l'histoire politique. C'est le milieu du siècle. » Donc le milieu du XVIe siècle. La Pléiade impose une conception nouvelle de la poésie et de la langue poétique, l'humanisme érasmien est dépassé, c'est précisément à partir de ce moment du siècle que l'on voit se généraliser les outils grammaticaux modernes, l'article devant le nom, le pronom personnel sujet devant le verbe, et s'en créer de nouveau la préposition dans, le déterminant, le déterminatif chaque. La négation ne appelle de plus en plus un pas, donc création de la négation bitensive, avec ne discourdantiel et éléments forclusifs, que l'on a encore maintenant. La normalisation s'accentue dans la morphologie. Une mentalité nouvelle s'affirme dans la langue, en même temps que s'éliminent les moyens d'expression hérités du Moyen-Âge. Fin de citation. Dans sa grammaire du français classique, Nathalie Fournier fait une observation analogue à propos du français classique, en mettant en évidence la différence des points de vue entre les grammairiens du début du siècle et les remarqueurs du milieu du siècle, comme Baugelat dans ses remarques de 1647. D'une part, et les usages de la seconde moitié du XVIIe siècle, correspondant selon elle à proprement parler au français classique, d'autre part. Ces observations et d'autres ont conduit les coordinateurs du projet de la grande grammaire historique du français à redéfinir les périodes. Le moyen français y est situé entre 1300 et 1550, le français préclassique couvre la période de 1550 à 1650, et le français classique a pour borne initiale 1650, en se prolongeant jusqu'à 1800. Alors, il y a deux choses à voir ici dans cette découpe. C'est que d'une part, toute la période du XVIIIe siècle est du coup à présent pour les spécialistes englobée dans le français classique, ce qui est discutable parce que, discutable, disons que il paraît là encore un peu cavalier de considérer que la langue de Diderot est tout à fait la même que la langue de Molière ou de Racine, hein. Il me semble qu'il y a encore des différences là-dedans. Et puis l'idée que le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui compose une seule et même période que l'on appelle le français moderne, qui s'opposerait au français contemporain qui commencerait plus ou moins après la Première Guerre mondiale, hein, selon certaines découpes que l'on a aujourd'hui. Mais finalement, il y a aussi, là encore, peu d'études linguistiques en diachronie sur la langue du 19e siècle. C'est plutôt l'apanage des littéraires et des stylisticiens, mais il y a peu d'études, il n'y a pas de grammaire du français du 19e. Ce qui est assez surprenant, mais qui se comprend assez aisément dans la mesure où les premières grosses grammaires diachroniques ont vu justement le jour au 19e, et que du coup, pour les auteurs de ces grammaires-là, on était dans une langue qui leur était contemporaine. Et la permanence des auteurs du 19e siècle dans notre enseignement grammatical aujourd'hui, hein, les Balzac, les Hugo, les Flaubert, etc., tendent à faire du 19e siècle comme une extension du 20e, hein, une extension dans le passé, ce qui pour moi est là encore assez discutable, et il faudra un jour qu'on s'y penche un peu plus sérieusement. Je ne sais pas si je le ferai moi-même, mais c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis quelque temps, d'aller voir un peu ce qui se passe pendant le 18e et 19e siècle plus précisément, parce que je pense que l'on a négligé un certain nombre de phénomènes. Bon. Dans l'histoire de la langue, il y a des périodes de relative stabilité et des périodes d'évolution rapide. Alors que le français classique relève du premier cas de figure, le moyen français et le français préclassique sont caractérisés par des changements multiples et importants. Il n'est donc guère étonnant que les bornes du moyen français soient plus fluctuantes et aient fait l'objet de débats. Le présent article sera consacré à la borne finale du moyen français et examinera dans quelle mesure la syntaxe de l'énoncé complexe, donc avec des subordonnées, pour parler rapidement, offre des arguments empiriques pour situer la frontière entre moyen français et français classique aux alentours de 1550. Notre étude ne cherche pas à identifier des traits de style propres à un auteur ou un genre textuel, mais vise à déceler comment la syntaxe de l'énoncé complexe évolue globalement
dans la langue écrite au fil du temps. Pour ce faire, il s'appuie sur un corpus large et diversifié du point de vue des genres, sans éviter les traductions à partir du latin. Il n'en reste pas moins qu'il serait intéressant de prolonger cette recherche par une étude cherchant à détailler l'impact des genres, d'autant plus que les genres textuels peuvent être des vecteurs du changement linguistique, ou à repérer les différences entre textes traduits à partir du latin et textes non traduits. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces dernières années. L'idée que les genres textuels influencent le changement linguistique, et je continue de creuser ce sillon dans mes derniers articles, puisque je pense qu'il y a là quelque chose d'important à considérer à ce sujet. Hop. Cause du changement. L'ancien français est caractérisé par une syntaxe phrastique relativement simple, où la parataxe prime sur l'hypotaxe. Donc, parataxe, c'est-à-dire pas de fait de subordination, on est plus dans une logique de coordination, plutôt que d'intégration et de récursion syntaxique. Donc, si vous avez besoin d'un rappel sur ces concepts, j'en ai fait des billets sur mon journal de vulgarisation. Je vais retrouver ça. Donc voilà l'article que j'avais fait jadis sur la coordination et la parataxe. Et le voilà. Voilà l'autre sur l'hypotaxe et la subordination. C'est le cas en particulier dans la poésie épique, où la tradition orale et la lecture à haute voix ont pour conséquence que les phrases coïncident souvent avec le vers. À partir du moyen français se met en place une écriture plus complexe, inspirée de la syntaxe du latin. Comme l'expose en détail Combette en 2020, donc dans une histoire de la phrase française, cette influence de la syntaxe latine sur celle du moyen français s'explique par différents facteurs. En premier lieu, les lettrés étaient bilingues, et il n'était pas rare que des intellectuels rédigent d'abord en latin pour traduire ensuite en français. Il est donc vraisemblable qu'ils pensaient dans les deux langues. Ça, c'est une théorie, je pense, qui est fondée, bien sûr, très difficile à prouver objectivement, mais tous les indices concordent vers ce résultat-là. L'idée que le latin, la syntaxe latine a inspiré la syntaxe française très directement et plus fortement que ce qui s'est passé en Italie ou en espagnol par exemple. Ça semble clair vraiment pour tous les observateurs dont moi. En second lieu, les traductions se multiplient à cette époque, conduisant à une latinisation non seulement dans le domaine du lexique, mais aussi dans le domaine de la syntaxe, où sont introduites la période oratoire et diverses structures subordonnantes. L'influence du latin se transmet d'une manière privilégiée à travers certains genres et domaines où le latin avait auparavant le monopole et servira par la suite de modèle d'écriture. C'est ainsi qu'il est pertinent de parler de latin scolastique, soit de l'école et de l'enseignement universitaire, mais aussi de la théologie ou du latin de la chancellerie par exemple. Un dernier facteur à prendre en compte concerne le mode de lecture. Alors que les textes en ancien français présentaient un ancrage dans la tradition orale et étaient rédigés pour être lus à haute voix, voire déclamés, se développe à partir du moyen français la lecture silencieuse, conduisant également à une complexification de la syntaxe. Alors là encore, j'ai fait un stream, il y a de cela un an, sur l'histoire de la lecture, à travers un article très intéressant de Pierre Martin, de Henri-Jean Martin, qui en a fait une histoire. Il y a finalement peu de sources sur l'histoire de la lecture en France ou en Occident. C'est pas quelque chose qui a énormément intéressé jusqu'à présent. On a peu d'indices, et la majorité de ceux qu'on a sont des indices indirects qui nous empêchent véritablement d'aller au fond des choses. Mais en général, l'idée c'est la suivante. Jusqu'au, on va dire, 14e, 15e siècle, les textes n'étaient pas lus intellectuellement, silencieusement. On
Déjà parce que c'était une pratique, la lecture, qui était souvent une pratique sociale, qui se faisait voilà, en communauté. L'alphabétisation n'était pas aussi répandue qu'elle ne le sera que quelques siècles plus tard, donc il y a généralement qu'une seule personne qui sait lire et ou écrire, et donc qui est capable de décrypter les textes. Ce sont des textes qui ne présentent pas encore une organisation textuelle comme celui-ci en paragraphe avec des retours à la ligne, des sauts de ligne, etc. Hein. On écrit vraiment en caractères gothiques resserrés en prenant toute la ligne, donc ça demande un travail de déchiffrage complémentaire. Et donc toutes ces choses-là font que soit le texte était appris par cœur et déclamé, hein, à la façon ce que faisaient les troubadours et les trouvères à l'époque, hein, qui retenaient plusieurs centaines de vers hein, pour ensuite les réciter, ou bien c'était une lecture syllabique, pas à pas, hein, de textes qui n'étaient pas qui n'avaient pas vocation à être déclamés. Et puis au fur et à mesure du temps, et notamment lorsque on a amélioré notre système de fabrication du support de l'écriture, et notamment qu'on a délaissé le parchemin pour aller vers d'autres supports qui se rapprocheront du papier que l'on connaît maintenant, on s'autorise du coup à aérer davantage l'écriture, et donc à produire des phrases un peu plus complexes. Et lorsqu'arrive l'imprimerie, qui permet véritablement de produire des copies beaucoup plus facilement que jadis, avec cette influence de la latinité, on s'est mis à développer une lecture silencieuse. Et c'est très intéressant, parce que cette complexification de la syntaxe, donc, dont on va peu parler maintenant en détail avec cet article, mais il présente très bien notamment comment certaines subordonnées ont eu tendance à se développer, etc. C'est qu'on a vu apparaître par exemple tout un tas dans la littérature fictionnelle, mais également non fictionnelle, tout un tas de compléments antéposés qu'on appelle les cadres de discours, qui viennent situer géographiquement ou temporellement l'action subséquente. On donne un complément circonstanciel de lieu, de temps, etc., qui va permettre de fixer le prédicat subséquent. Et ça apparaît à cette période-là. Ça n'existait pas auparavant. Et ça n'existait pas auparavant parce qu'il n'y avait pas, en fait, on ne pouvait pas intellectuellement à la fois déchiffrer un texte syllabe à syllabe et puis retenir une information géographique ou temporelle qui nous permettait de comprendre ce qui se passait. Mais puis au fur et à mesure du temps, ces éléments se développent. J'en ai fait un article récemment dans le cadre de la coutume de Normandie, et l'évolution est très nette à partir du moyen français. À partir du XVIIe siècle, on voit apparaître des structures comme ça qui n'existaient pas auparavant dans les manuscrits. Il convient néanmoins de signaler que le modèle à suivre n'est pas seulement le latin médiéval, donc le latin scolastique et le latin de la chancellerie, mais aussi, dans le contexte de l'humanisme naissant, le latin classique, avec notamment un retour vers la notion de période de la rhétorique classique. La période relève de la stratégie oratoire, qui combine la syntaxe, la diction, le souffle de l'orateur, ce qu'on appelle l'oraison encore à l'époque, l'oreille et la mémoire de l'auditoire, la logique et l'esthétique des phrases. En voici une illustration, fruit de la plume de Cicéron. Alors vous excuserez, mon latin est un peu rouillé. Ça fait quelques temps que je n'ai pas déclamé du latin, mais on va essayer de le faire avec cette citation de Cicéron. Donc, si quid est in mingeni iudices quod sentio quod sin exigum aut siqua exercitatio dicendi in quam non infitior mediocriter esse versatum aut si vivusque re ratio aliquad ad optimarum artium studiis ad disciplina profecta aquae nullum compiteor etatis ma et tempus aborruisse et aurum rorum omnium vel in primisi calicinius fructum a me repetere propessuo iure debet. Donc j'ai repris mon souffle une fois, mais normalement l'idée c'est de pouvoir maintenir la voix tout au bout.
On va essayer de voir si je parviens de le faire en français avec le même effet. Si j'ai quelques talents, juge, que j'aperçois être ô combien limités, ou si j'ai quelques pratiques du discours, à laquelle, je l'avoue, je ne me suis pas peu appliqué, ou si quelque connaissance de cette matière m'est venue de l'étude assidue des arts libéraux, de laquelle, je le reconnais, aucune époque de ma vie ne s'est écartée, eh bien de tout ceci, c'est, et même en tout premier lieu, cet Aulus Licinius qui doit presque de plein droit m'en réclamer le bénéfice. Un seul souffle. Vous ferez l'expérience, vous reprendrez cette phrase et vous essaierez de voir. Et puis vous voyez de quelle façon ce type de subordonnés viennent faire respirer avec ce très beau rythme. Si, que, alors à laquelle, mais c'est un relatif. Si, que, et puis ensuite, hop, conclusion. La période latine est caractérisée par une architecture d'ensemble très réfléchie et présente fondamentalement un rythme binaire. Elle se compose d'une introduction ou protase qui crée une tension et qui atteint son sommet à l'acmé et de l'apodose qui résout cette tension. La protase est d'habitude plus longue et plus complexe que l'apodose. Ainsi, la période citée en exemple se compose-t-elle de 3 propositions subordonnées, introduites par si et coordonnées entre elles par out, ou chacune de ces subordonnées comptant à son tour une subordonnée relative, les subordonnées étant indiquées par des crochets. Cet ensemble de propositions subordonnées fait monter la tente et donne tout son poids à la principale qui résout la tension et marque la fin de la période. Le retour, en moyen français, à la période latine en tant que modèle stylistique n'est toutefois pas une reprise à l'identique, comme l'illustre l'exemple suivant. Donc, un extrait issu des Chroniques de Châtelain de 1465. Et partant, comme il était moult dur à la reine de voir ainsi son malheur et le reboutement tout dit en toutes ses entreprises, à l'autre lait était dur aussi au François de la non pouvoir restituer en son régner comme devait, et de voir régner malgré eux tout ce lait qui tout le royaume avait appliqué au service et faveur de Bourgogne, laquelle chose leur était une grande plaie, car c'était ce même que eux-mêmes quéraient pour l'avoir pour eux, comme advenu fut, et ainsi en était conclu, seule reine eût pu avoir les bras au désir. La période du moyen français offre une accumulation de propositions successives, avec indication des rapports logiques, mais l'architecture d'ensemble associée à une borne finale lui fait défaut. Au contraire, alors que la phrase semble se terminer, elle se trouve en fait relancée. Et là, c'est le rôle de laquelle que j'ai étudié au cours de mes années de doctorat et dont j'ai fait un livre qui permet justement de relancer la période là où le latin aurait réussi à tout organiser sans difficulté. Cette absence d'architecture d'ensemble confère une certaine autonomie aux propositions, même si elles sont introduites par un subordonnant, au point qu'on peut difficilement parler de phrase au sens moderne. Il serait peut-être plus pertinent d'établir un parallélisme avec l'unité textuelle qu'est le paragraphe dans la langue moderne. Il reste que la terminologie grammaticale n'offre pas de termes appropriés, ce qui nous conduira occasionnellement, d'une manière anachronique, à y avoir recours. L'hypothèse que nous soumettrons à vérification empirique dans le présent article est la suivante. Le passage du moyen français au français préclassique correspond-il à une évolution vers une syntaxe plus intégrée ? C'est dans cette perspective que nous allons examiner divers aspects de la syntaxe de l'énoncé complexe, en examinant comment cette problématique peut contribuer à la périodisation. Et donc, de quel type de changement parle-t-on ? Le changement qui nous intéresse ici, celui de l'énoncé complexe, doit être replacé dans un cadre plus général. Cette évolution de l'énoncé vers une plus forte hiérarchisation des constituants et des liens plus étroits de dépendance obéit à l'une des tendances fondamentales du passage du système du latin à celui du français. Ce mouvement concerne la formation du syntagme verbal, avec les modifications affectant la transitivité, ainsi que celle du syntagme nominal, avec, par exemple, la création de la catégorie des déterminants. Donc, je renvoie à l'article que j'avais commenté il y a un mois de ça et que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube. Le jeu des relations entre les propositions de la phrase complexe
participe lui aussi à cette grande transformation d'ordre typologique, mais avec des particularités qui lui sont propres. D'un point de vue méthodologique, il convient tout d'abord de distinguer les divers types de propositions. Les subordonnées régies, comme les complétives, posant d'autres problèmes que les cas de constitution plus libres que sont les propositions circonstancielles, ou encore les relatives, qui constituent un domaine particulier. Le mouvement général d'intégration, la hiérarchisation progressive en divers niveaux de subordination, ne concerne pas de la même manière toutes les propositions. C'est en fait un continuum allant de la parataxe à l'hypotaxe qu'il convient de prendre en compte. Certaines subordonnées se trouvent, dès l'origine, fortement intégrées, et n'évolueront guère sur ce point, alors que d'autres vont se déplacer sur cette échelle des degrés de dépendance. C'est le cas par exemple des complétives qui, comme elles occupent des fonctions de complément verbal, ou du moins de complément noyau de la phrase, ont tendance à être assez fixées très tôt, alors que les circonstancielles sont beaucoup plus mobiles, puisqu'elles ne sont pas intégrées syntaxiquement, mais plutôt sémantiquement. Et les relatives sont un peu entre les deux, ou du moins elles agissent à un autre niveau d'intégration, puisque leur composant introducteur, le pronom relatif, est parfois référentiel, pas toujours, mais parfois. Et donc du coup, il y a des degrés de figement différents et qui vont évoluer à travers le temps. Dans bon nombre de ces réalisations, cette évolution tend vers un même but, le marquage de plus en plus net des relations de dépendance et la hiérarchisation en divers niveaux des constituants de l'énoncé. L'unidirectionnalité, qui semble ainsi caractériser un tel mouvement, ne va toutefois pas de soi et mérite discussion. Considérons par exemple le cas particulier de l'élimination progressive de la tmèse dans la formation de certaines locutions conjonctives qui, en ancien français, peuvent se présenter sous une forme discontinue. Avant ce, que, pour ce, que, etc. Donc une tmèse, c'est la séparation de deux éléments syntaxiques qui sont d'ordinaire contigus. C'est ce que l'on a par exemple avec une locution conjonctive en français comme avant que, hein, ou que l'on peut séparer en introduisant un adverbe comme même, avant même que. Il y a aujourd'hui des locutions conjonctives du français qui ne peuvent plus être ainsi séparées parce que ne peut plus être segmentées, hein, on ne peut plus dire parce même que, alors que c'était quelque chose qui était très souvent rencontré dans l'ancienne langue française, sans difficulté aucune, puisque les deux éléments avaient encore une certaine indépendance morphosyntaxique et sémantique qu'ils ont perdu au fur et à mesure du temps. Hein, c'est un phénomène classique dit de grammaticalisation. Ce figement de la conjonction semble aller dans le sens d'une autonomisation de la subordonnée circonstancielle, dans la mesure où le subordonnant, dans son entier, fait bloc avec la proposition, l'ensemble ainsi formé pouvant se déplacer librement. Il faut toutefois distinguer deux cas de figure qui vont d'ailleurs de pair avec une différence d'ordre chronologique. On peut en effet constater, en trois, donc ainsi morat que quardis facet, hein, tiré de la chanson de Roland, que la corrélation entre un adverbe ens, donc avant, et la conjonction que, corrélation identique à celle qui unit ante et quam en latin, enlève toute autonomie à la subordonnée, qui doit être placée en fin d'énoncé. Avant plutôt qu'il n'y mourra, qu'il fasse quardis. Dans cette évolution, le passage à la locution ins que va bien dans le sens d'un marquage plus net de l'autonomie des circonstanciels. La situation n'est pas la même dans les exemples suivants, où la corrélation s'établit entre le démonstratif ce et que. Il s'agit en fait de l'insertion d'un adverbe aussi, donc, entre les éléments d'une locution qui n'est pas encore entièrement figée, cette insertion n'influençant pas la liberté de la subordonnée. Par exemple, dans les chartes de l'abbaye de Saint-Magloire, 1330, hein, et pour ceux aussi que ladite maison était devenue vide, ou bien dans les T4 de Titus Livius de Pierre Bersuire, 1355, après ce donc qu'il lui dit cette chose, etc. Pour ce deuxième type de structure, qui demeure encore fréquent au XVIe siècle, l'élimination des insertions ne modifiera en rien le degré d'intégration de la subordonnée. Le rôle du figement de la locution n'est donc pas le même pour la question qui nous intéresse ici, selon que le premier élément de la corrélation est un démonstratif ou un adverbe. À un autre niveau, on peut cependant considérer que l'élimination de la discontinuité des expressions, quel que soit le type de corrélation,
participe d'une façon générale à un mouvement d'uniformisation des subordonnés circonstanciels, les locutions jouant le même rôle que les conjonctions simples. La complexité de cette question de la pertinence des critères impose une certaine prudence lorsqu'on utilise des phénomènes linguistiques pour déterminer si une structure donnée est soumise aux changements attendus. Donc je vais m'arrêter ici, mais ça c'est une question également qui m'interroge énormément en ce moment, surtout dans le cadre des relations entre changement et syntaxe, puisque le changement syntaxique, en termes d'évolution diachronique, est tiraillé par deux tensions irrésolues. L'idée que d'une part, la syntaxe opère, donc l'organisation des mots dans la phrase, opère à un certain degré de figement pour que la phrase soit compréhensible. Donc, il faut déterminer la nature de ce figement à partir d'un certain nombre d'indices, mais que ce figement n'est pas suffisant pour bloquer l'évolution que l'on observe en diachronie sur plusieurs siècles. Et donc, tout l'enjeu est de déterminer quels sont les figements qui autorisent le changement et quels sont les figements qui, à un moment donné, ne le permettent plus. Et ça, c'est une question pour laquelle on n'a pas encore de réponse claire. Et à chaque fois que je lis des grandes théories syntaxiques là-dessus, à chaque fois, je suis un peu décontenancé par les solutions qu'on nous donne. Il semble qu'il n'y ait pas de règle générale qui puisse être établie ici. Et voilà, c'est décevant, mais je ne sais pas si c'est une question que l'on parviendra à résoudre absolument, sinon au cas par cas. Et même en travaillant au cas par cas, il n'est pas dit que l'on arrive un jour à déterminer clairement ce dont il retourne ici. Bon. Je vais arrêter la lecture de l'introduction ici. Je vais couler à la conclusion. Pour terminer cette réflexion. Donc je vous renvoie à la démonstration qui est très docte, comme toujours avec Bernard Combette et Anne Carlier. Mais je vais revenir sur cette conclusion qui me semble importante pour l'histoire de la langue, des langues en général. La présente étude a analysé plusieurs changements qui font évoluer la période du moyen français, caractérisée par une grande liberté dans l'enchaînement des propositions qui la composent, et sans borne finale planifiée, vers une syntaxe bien plus contrainte de la phrase complexe. Cependant, le panorama des faits ici exposés montre que cette tendance évolutive ne se traduit pas uniquement par des contraintes syntaxiques, mais qu'elle a surtout pour conséquence un nouveau mode d'expression et de segmentation de l'organisation discursive. Parallèlement, et sans doute en raison de la mise en place progressive d'une syntaxe plus rigide, le français développe des constructions grammaticalisées pour le marquage du focus et du topic. Dans quelle mesure notre étude apporte-t-elle une contribution à la périodisation du moyen français et permet-elle de confirmer en particulier que sa borne finale se situe au milieu du XVIe siècle? Force est de constater que l'émergence des constructions innovantes n'entraîne pas nécessairement, à brève échéance, la disparition des constructions anciennes dont elles sont issues, ce qui conduit à une superposition de deux états de langue, phénomène bien connu dans la littérature sur la grammaticalisation, connu sous le nom de layering, le fait qu'il y ait des couches, qui rendent impossible une datation précise du changement linguistique. Et oui. Comme je disais en début de stream, le changement ne s'opère jamais brutalement. Il y a toujours une phase que l'on représente, on représente généralement l'évolution linguistique par une courbe en S, une courbe sigmoïde, dans laquelle en fait les formes nouvelles cohabitent un temps avec les formes anciennes avant finalement de les remplacer. Et les formes anciennes du coup soit disparaissent, soit se surspécialisent dans des tours très archaïsants ou avec de très fortes contraintes morphosyntaxiques, discursives, énonciatives, stylistiques, etc. Bon. Le développement des constructions semi-clivées semble néanmoins un indice fiable pour tracer la frontière entre moyen français et français préclassique. Ce développement va de pair avec une fossilisation de la construction ancienne de l'ajout,
Celle-ci étant limitée aux seules tournures, il y a une chose, c'est que P, et il y a plus, c'est que P. Un second indice permet de situer la bande finale du moyen français et la disparition du marquage de la principale. On observe ici également un effet de fossilisation dans la survie du si concessif. Le respect de la concordance des temps à l'échelle de la phrase complexe se renforce dans le courant du XVIe siècle, même si cette évolution n'est entièrement aboutie qu'au début du siècle suivant. Concernant l'intégration dans la construction phrastique du topique propositionnel détaché à gauche, sous forme d'un pronom clitique de reprise, le changement s'accomplit au début du XVIIe siècle, c'est-à-dire en français préclassique. Il est intéressant de noter que l'intégration des topiques propositionnels est plus tardive que celle des subordonnés circonstanciels, ce dont témoigne le fait que la disparition de l'alternance que, ce que, au profit du subordonnant unique que, y est plus tardive dans les locutions que dans les locutions conjonctives comme dès ce que, dès que, introduisant une circonstancielle. Enfin, l'emploi répété de que, témoignant d'une faible intégration de la subordonnée complétive dans la structure syntaxique de la phrase complexe, fréquent en moyen français et se maintenant tout au long du français préclassique, est encore attesté en français classique et ne peut donc servir d'indice pour délimiter le moyen français. Ça, c'est quelque chose que j'ai noté et que j'ai observé chez Jean de Léry. Il y a une tendance à répéter que pour relier au maximum les propositions à ce qui vient à gauche, puisque on sent qu'elle n'est pas suffisamment bien intégrée, comme on interpole énormément de constituants, donc on ajoute un indice de subordination, d'hypotaxe, pour dire attention, ce n'est pas une principale, il faut aller voir à gauche ce qui se passe. Il conviendrait néanmoins d'examiner plus en détail à partir de quelle date et aussi dans quel genre textuel ce phénomène connaît un déclin de fréquence. Et donc voilà pour cet article. Un peu plus court ce soir en termes de lecture, mais je ne pouvais faire autrement sans rentrer dans le début de l'analyse, et ça nous aurait entraîné bien trop loin. Donc je redonne la référence. Donc c'est un article de Bernard Combette et d'Anne Carlier, paru en 2022 dans le numéro 38 de la revue Le Français Préclassique. C'est un article qui s'appelle « Du moyen français au français préclassique, aspect de l'énoncé complexe ». Je redonnerai le lien vers le site de la revue en description de la vidéo sur YouTube, et vous pouvez le retrouver sur le tweet ayant annoncé le stream de ce soir. Hop. Tac. Et voilà pour cet article de morphosyntaxe. Toujours très intéressant quand on lit un article de Bernard Combette ou d'Anne Carlier, et les deux ensemble évidemment. À chaque fois que je lis un de ces articles, ça m'apporte énormément de choses pour ma propre pratique scientifique. Pas seulement au niveau des connaissances que ces articles apportent, en termes de meilleure connaissance de l'ancienne langue, de ses mécanismes, etc., mais aussi une meilleure connaissance de la méthode et de ce que l'on croit savoir sur l'évolution linguistique. La seule chose qui est effectivement un peu que ne fait pas Bernard Combette, disons, mais c'est une autre pratique de la linguistique diachronique, c'est qu'il ne fait généralement pas ou très peu d'analyse quantitative. Alors que c'est quelque chose que j'ai beaucoup plus recours, afin vraiment de voir des strates d'évolution. Je chiffre énormément. Bernard Combette le fait moins. Il préfère faire une analyse qualitative de détails, des occurrences, mais comme il a vraiment de très bonnes intuitions et qu'il a une démarche analytique particulièrement fine, c'est toujours très pertinent et très docte. Donc vraiment, si vous vous intéressez à l'histoire de la langue française et que vous voulez commencer à lire un peu des articles de la discipline et que vous ne savez pas par où aller lorsque vous voulez quelque chose d'un peu moins vulgarisant, on va dire,
un peu plus académiques, mais que les choses trop syntaxiques, etc., vous font un peu peur. Bernard Combette représente vraiment un juste milieu dans ce parcours intellectuel-là, et ce sont des articles et des livres qui sont très bien écrits. Il écrit, voilà, ça se déguste souvent comme des romans, comme des enquêtes policières, sans difficulté aucune, et donc vraiment je vous le recommande. Encore une fois, à chaque fois que je parle de Bernard Combette sur cette chaîne, j'en fais un panégyrique, mais c'est vrai que voilà, il fait partie des chercheurs les plus... que j'admire le plus aujourd'hui, tout le moins dans la discipline. Bon. Donc voilà pour ce qui est de ce petit article, ou du moins la petite lecture que nous en avons faite. Hop. Tac, je vais couper la musique de fond ici. Et nous allons passer à la deuxième partie de notre stream, toujours sur la question des bornes et des frontières et des indices qui nous permettent de les déterminer, avec un jeu qui a une très forte charge nostalgique pour moi encore, puisqu'il s'agit de Goblins 2, le prince bouffon. Alors, voyons voir si vous le voyez. Est-ce que ça s'affiche ? Ouais, très bien. Ah, what a sad business. A delicate child snatched from his home by a demon. The unbearable anguish of his poor father. Oh, flesh of my flesh, my own blood, my only son. A cursed castle standing in a hostile country, inhabited by a dreadful demon who's the incarnation of all evil. But all is not lost, because two outstanding heroes will try their luck. Goblins 2, sorti en 1992 et publié par Cocktail Vision, créé par Pierre Gillode et Muriel Tramis. Il s'agit, je pense, du premier jeu d'aventure type point and click que je me rappelle avoir fait de ma vie. J'étais tout jeune. Je devais avoir... j'avais 6 ans quand il est sorti, mais j'étais un peu plus vieux que ça. Je devais avoir 7-8 ans, je pense. Et c'est un jeu qui était disponible dans les jeux ludo-éducatifs de Cocktail Adi. Si vous êtes assez vieux pour vous en rappeler de Adi ou de Adibou. C'était des jeux ludo-éducatifs dans lesquels un extraterrestre arrivait sur Terre et il voulait apprendre notre culture, et pour apprendre notre culture, on devait, en fonction du niveau du logiciel, répondre à des questions de grammaire, de français, de maths, de géographie, etc. C'était des logiciels de révision des programmes scolaires. Et oui, Adibou. Et donc moi j'ai jamais eu Adibou qui était consacré plutôt aux petites classes. Moi j'avais Adi qui était pour le niveau collège, enfin primaire surtout. Et donc quand on répondait juste aux questions et qu'on finissait les quiz et qu'on faisait les quiz, on gagnait des points, et ces points nous permettaient ensuite de débloquer des jeux. Il y avait un espace récréation dans lequel il y avait des jeux. Et parmi les jeux que l'on pouvait débloquer, Cocktail Vision, donc qui développait Adi ou Adibou, refourguait du coup leurs anciens jeux d'aventure
hein, pour éviter d'avoir à développer ça. Et donc le premier que j'ai débloqué, c'était Goblins 2. Je connaîtrai Goblins 3 un peu plus tard, et le premier Goblins que bien plus tard, et c'est celui que j'aime le moins d'ailleurs. Mais commençons. Donc, l'histoire de Goblins, vous l'avez vu, ça se passe dans un monde imaginaire dans lequel un roi, le fils d'un roi, a été enlevé par un démon, hein, du nom d'Ammoniac. Le démon, le roi Angoulafre avait lui-même subi une malédiction vaudou jadis dans le premier jeu, donc vraiment sa famille est maudite. Et donc pour secourir le prince bouffon, deux gobelins, hein, membres de la cour du roi, sont envoyés en enquête. Donc Fingus et Winkle. Fingus qui est plutôt on va dire comment dirais-je ça, le diplomate, on va dire. Winkle qui est la tête brûlée, qui a une approche un peu plus violente, rentre dedans des problèmes. Et donc l'on va devoir résoudre un certain nombre d'énigmes afin de progresser. Ce qui est intéressant dans le cadre de Goblins 2, c'est qu'il représente une étape intermédiaire dans l'histoire du jeu entre Goblins 1 qui ne se jouait qu'à tableau fixe, tous les éléments des énigmes se trouvaient sur l'écran, et Goblins 3 dans lequel non seulement il faut voyager entre différents écrans, mais en plus les écrans sont généralement plus grands que l'écran de l'ordinateur. Ce qui est une révolution, alors pas pour le jeu d'aventure puisque Maniac Mansion faisait déjà ça quelques années auparavant, mais du moins pour la série des Goblins. Donc Goblins 2 est dans cette étape un peu intermédiaire dans laquelle un joueur qui aurait l'habitude des Goblins va devoir apprendre à aller au-delà de la frontière du tableau pour progresser. Donc la question qui se pose, c'est de quelle façon est-ce que le jeu va nous apprendre ça et va nous apprendre à jouer entre la frontière et la non-frontière de l'écran. Donc pour diriger, c'est un jeu de point and click assez facile, hein. On sélectionne un personnage, on se déplace, les zones avec lesquelles on peut interagir ont une légende qui apparaît en bas de l'écran. Donc allons-y, parlons à ce notable. Il n'a pas l'air disposé à nous aider. Alors il s'agit de la version CD-ROM du jeu. Le jeu est sorti en deux versions. Il y a eu la version disquette, la première, où il n'y a pas de voix. Les personnages font des petits bi-ba-ba-bi, boum boum, qui sont très rigolos. C'est comme ça que j'ai connu le jeu. Et il y a une version CD-ROM doublée en anglais. Je crois pas que le jeu ait été doublé en français, qui est sorti un peu plus tard. Et c'est celle que nous jouons. Parlons au vieillard. Et donc, voilà notre indice. Nous sortirons de cet écran pour voyager, voir le sorcier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous venons d'interagir avec ces deux bonhommes avec Fingus, si l'on fait de même maintenant avec Winkle. On va avoir des réactions très différentes.
Oh, le notable a piqué de la nourriture. Donc on va essayer de la lui voler. Si on essaye de prendre la saucisse, que se passe-t-il? Il a pas l'air très heureux. Essayons avec Winkle. La réaction est beaucoup plus intéressante. C'est là où apparaît le deuxième concept du jeu. Très important. Faire quelque chose pendant que les personnages sont distraits. C'est une méthode que l'on retrouvera très fréquemment dans le jeu. Par exemple, ici, si j'essaye de récupérer cette bouteille, cela se passe assez mal pour moi. Mais si du coup, ils sont occupés à rire, prends la bouteille, Fingus. Ah. J'étais sur la bouteille, cela n'a pas... Ma souris n'a pas récupéré la zone interactive. Clac. Et avec ça, nous avons notre premier objet. Pardon. La bouteille. Autre concept du jeu. Les emplacements interactifs de l'écran en cours. Je me place sur une dalle. Alors, Winkle est généralement un peu trop stupide pour appuyer sur les boutons. C'est vrai. Je me place sur une dalle. J'appuie sur un bouton. Un événement me permet d'accéder à un autre emplacement du niveau. Et si maintenant j'essaye d'attraper la saucisse, cela se passe assez mal pour nous. Il y a là des fleurs. Mais on comprend qu'elles sont mortes. Et Winkle dévore les fleurs. Donc là, nous sommes à un endroit qui peut vraiment surprendre les habitués du premier jeu, dans la mesure où, dans le premier Goblins, on ne pouvait sortir d'un écran que si on avait résolu toutes les énigmes de cet écran. Or là, on a des fleurs avec lesquelles nous n'avons rien fait, nous avons un saucisson que nous ne pouvons pas récupérer, nous n'avons rien d'autre que nous puissions faire. Et c'est là que l'on voit en fait que l'on a accès déjà à deux autres zones. Et notamment la zone de la fontaine. Où habite le sorcier Tazar, qui sera notre premier interlocuteur dans cette quête. Allons frapper à sa porte. Can I help you? Noble Wither, please let me speak to you. Oh, sorry, I've no time. Oh, tu n'as pas été assez persuasif, Fingus. Essayons avec Winkle. Can I help you? As a matter of fact, we are salesmen. Oh, sorry, I've no time. Oh. Comment est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour convaincre ce petit bonhomme de nous faire rentrer? Donc la question des frontières et des bornes dans le jeu vidéo, et notamment dans les jeux d'aventure,
est particulièrement intéressante, dans la mesure où elle détermine ce que l'on peut ou non faire dans un jeu. La gestion de l'espace géographique au sein d'un jeu, évidemment, est d'une importance cruciale. Il faut bien distinguer, dans un écran comme celui-ci, les endroits où l'on peut marcher, des endroits où l'on ne peut pas marcher, hein, par exemple cet arbre que l'on ne peut pas escalader, par exemple. Mais au-delà de la question de la géographie, de la diégèse, et de ce qui nous permet, ou non, de ce que l'on peut ou non accomplir, il y a aussi un enjeu lié directement à l'écran que nous avons sous les yeux. Puisque l'espace du jeu se définit dans le cadre du jeu vidéo non seulement par l'espace symbolique, abstrait, virtuel dans lequel vont interagir les personnages, mais également l'espace physique de notre écran de télévision, de l'écran de la console portable, de l'écran de que sais-je, de la console, dans lequel on va voir cet espace virtuel. Et les développeurs vont pouvoir ponctuellement s'amuser à faire des jeux de disparité et de continuité, de discontinuité entre ces différents éléments. J'avais déjà eu l'occasion de parler de ça il y a quelques semaines lorsque j'avais joué à Kirby sur cette chaîne, et j'avais noté que je pensais, hop, c'est là où il va falloir monter. Ah ben non, tu es encore endormi quant à toi. Donc en jouant à Kirby, j'avais dit donc que le remake qui était sur Game Boy Advance avait redessiné quasi intégralement tous les écrans du jeu, puisque par rapport à l'original, l'écran de la Game Boy Color, de la Game Boy Advance, était d'un format différent. Hein, la NES était pensée pour sortir sur un écran façon télévision carré, alors que l'écran de la Game Boy Advance, non contraint d'être plus petit, et aussi en format paysage rectangulaire, et donc a un ratio d'image différent par rapport à l'original. Pour beaucoup de développeurs à l'époque, cela ne posait pas de problème, et donc ils ont fini par adapter... Ah, on ne pourra pas donner la saucisse aux petits vieux, c'est dommage, ils avaient l'air d'avoir faim. Hop. La majorité des développeurs, lorsqu'ils portent du coup leur jeu sur telle ou telle console, ne se préoccupent pas vraiment de ça et font un portage bête et méchant. Mais du coup, cela conduit à avoir des écrans de jeu tronqués dans lesquels ce qui avait été pensé jadis comme apparaissant au sein d'un même écran est à présent sur des écrans distincts, puisqu'il faut se déplacer le personnage pour que l'écran physique nous montre effectivement les objets avec lesquels on doit interagir. Dans le remake de Kirby, il y avait eu ce besoin de redessiner tous les écrans de jeu pour s'accommoder de ce nouveau type de contraintes physiques, et donc faire en sorte que les informations que l'on voyait à l'écran dans le remake étaient identiques que les informations que l'on voyait jadis sur l'autre écran de la... Ah oui, c'est vrai que c'est toi qui dois tirer l'échelle pour que Winkle puisse ouvrir. Et à partir de là, tu vas rentrer dans la cheminée. Donc, il n'y a pas seulement une contrainte diégétique dans l'espace du jeu. Et même si c'est quelque chose qui attire généralement tous les regards. La construction des énigmes dans un Zelda, la façon de gérer l'espace dans un jeu d'horreur comme Silent Hill ou Resident Evil,
la configuration des ennemis dans un Doom-like, etc. Tout cela, effectivement, a du sens dans la diégèse et dans la posture de game design que l'on va avoir. Mais cet écran également physique que l'on a et le choix que fait par exemple Goblins de compartimenter dans ces 2 premiers épisodes, tout du moins, un peu moins dans le 3e qui va prendre davantage de liberté par rapport à ça, mais va présenter vraiment tous ces enjeux au sein d'un seul écran sans que l'on ne puisse le faire défiler d'une façon ou d'une autre, a des implications directes sur la façon de construire les énigmes. Parlons un peu avec Tazar. Great wizard! Your fellow wizard from Middle-earth has sent us! We must find King Angulatra's son who was kidnapped by a demon! I know about this. It's the ghastly ammoniac who is holding the child. This demon has ousted our good king and reigns in his place. Oh! C'est terrifiant. Winkle, qu'est-ce que tu as à lui dire? Okay, Beardy, tell us where to go and make it snappy. Winkle est peu diplomate. Donc par exemple ici, nous venons de parler avec Tazar, il nous a dit ce qui se passait. Intuitivement, et c'était mon premier réflexe à l'époque, et c'est ce que l'on pouvait penser également, c'est de dire, bon, bah on n'a plus rien d'autre à faire ici, allons-nous-en. Sauf que, si l'on comprend cette logique de l'écran physique et de l'écran diégétique et de leur interaction dans le cadre du jeu vidéo, on se dit que les développeurs n'auraient pas créé un tableau spécifique pour simplement nous donner un dialogue. Il y a des énigmes à résoudre dans ce tableau, il y a des choses à voir, mais ça, on ne l'aurait pas compris immédiatement si le jeu n'avait pas spécifiquement créé un emplacement pour nous pour évoluer. Ça, c'est un problème de game design que l'on trouve dans beaucoup de jeux d'aventure, type point and click, sur cette période-là, hein, post-Goblin, et les jeux Sierra sont souvent coupables de ça, puisqu'ils n'instaurent pas cette logique franche entre écran de jeu et écran de diégèse, et donc, parfois, nous mettent dans des écrans dans lesquels il n'y a rien à faire, alors que l'on pense qu'il peut y avoir quelque chose à faire, puisque nous y sommes. Or, non. La vérité, c'est que parfois, il n'y a rien à faire, parce que il n'y a rien à faire du tout dans ce type de choses. Oh. Ces écrans m'ont fait jadis énormément réfléchir, puisque on ne sait pas toujours quoi faire, mais là par exemple, on vient de trouver une boîte d'allumettes dans la tête de la descente de lit, hein, de la bête qui se trouve ici. Et donc évidemment, en mettant de l'eau dans la bouilloire, et en allumant celle-ci, la vapeur sort de la bouilloire et révèle une clé. Mais évidemment, éteignons d'abord la bouilloire avant de la prendre. Il s'agit d'une clé à ressort que l'on va à ce moment-là pouvoir mettre, hop, dans le coucou. Évidemment. Et pourquoi devrait-on la mettre dans le coucou ? Parce que cela fait sortir un petit oiseau
Et ce petit oiseau possède une clé qui nous intéresse pour finir le jeu. Aucune de ces choses-là n'est dite explicitement par le jeu. On est dans quelque chose d'encore plus obscur. On est dans quelque chose d'encore plus obscur, hein, n'est-ce pas, qu'un jeu Sierra, justement. Donc, comment est-ce que l'on peut savoir tout ça et surtout comment est-ce que l'on sait quoi faire? Hop, j'avais déjà commencé une partie. Hop, jadis, je vais l'appeler Twitch. Eh bien, ou bien nous explorons jusqu'à aboutir naturellement à une interaction avec tous les éléments que l'on peut voir dans le décor, puisque tous les éléments qui sont sous-titrés dans un écran serviront tôt ou tard à quelque chose, ou bien dans certains écrans où on a accès à un système de joker qui nous apprend effectivement quoi faire. Sauf que là, dans cet écran-là en particulier, nous n'avons pas de joker pour récupérer cette clé. Allons voir ce qui se passe du côté du géant qui nous bloque la route. Première étape, il faut se débarrasser du toutou. Puisque celui-ci est peu accorte. Et donc là, c'est le moment où on rentre dans une deuxième logique de ces jeux Goblins. Nous sommes dans un écran. Il y a un nombre très limité d'objets avec lesquels interagir. Les Goblins n'aiment pas multiplier le nombre d'objets. On a une poule, on a un trou, on a un chien, on a un woodpile, on a un autre trou et on a le géant. Si je vous dis qu'il faut utiliser la saucisse sur la poule, vous vous demanderez bien pourquoi. Cela ne marche pas avec Fingus. Cela ne marche pas avec Winkle. Mais si Fingus étrangle cette pauvre poule et qu'on l'assomme avec le saucisson, elle pond un œuf. J'ai toujours retenu cette solution, parce que je pense que j'ai été bloqué presque un mois, je pense jadis, quand j'étais petit, sur cette énigme. Je ne comprenais absolument pas ce que le jeu attendait de moi. Oui, c'était ma réaction également. Et pour se débarrasser du chien, il y a une autre méthode. On va utiliser le saucisson dans le trou pour assommer le chien, plutôt que de lui donner le saucisson, pour que Fingus puisse passer par ce trou et ouvrir un passage qui nous permet de passer à présent sans problème. Et pourquoi fait-on ça, évidemment? C'est pour pouvoir changer d'écran. Mais si l'on essaye de passer le géant, celui-ci a un autre avis sur la question. Donc là, la suite semble un peu plus logique. On allume le feu. On casse l'œuf pour réveiller le géant avec son fumet. Le géant a soif et faim, donc on a un saucisson pour lui, mais nous n'avons pas de
rien pour lui donner à boire. Et c'est là que la clé du sorcier nous sera utile, puisque lorsque Fingus active la clé sort, Winkle peut utiliser le caillou un peu tardivement. Je me rappelais pas de cette interaction lorsqu'on était un peu en retard sur l'interaction. On va recommencer. Hop là. Le caillou fait tomber la clé. Et donc, que fait-on avec cette grosse clé? Nous revenons à la fontaine. À la fontaine, nous utilisons cette grosse clé sur la porte du cellier. Donc là, ce que j'accomplis là en 10 minutes de temps, je pense qu'à l'époque, cela m'avait pris peut-être 3-4 semaines. Quand j'étais petit, pour comprendre ce qu'il fallait faire. Puisqu'il faut non seulement utiliser tous les objets interactifs de l'écran, mais il faut essayer toutes les combinaisons d'objets avec tout ça, et le faire 2 fois avec les 2 personnages, puisque comme vous avez vu, les résultats étaient distincts selon que vous interagissiez avec Fingus ou avec Winkle. Et oui, quelle patience. Mais tout cela est facilité par l'idée que nous savons que là, dans ce seul écran, le choix est néanmoins limité, puisque les contraintes physiques de l'écran nous empêchent, comme on ferait dans un monde un peu plus ouvert, et comme on l'a dans les King's Quest auxquels j'ai joué il y a quelques semaines, d'explorer un peu partout. On sait que la solution est là, puisque on nous bloque physiquement au sein d'un certain espace. Donc retournons voir le géant, nous lui donnons la saucisse, puisqu'il a faim. Il a l'air content, et évidemment nous lui donnons le vin, qu'il avale d'un coup. Il a bien mangé, il a bien bu, il a peu du ventre bien tendu, nous pouvons progresser. On the way out of the village stood the famous castle. They decided to make a tour of it. Outside the village stands a famous castle, and they decide to take a tour. Alors, à l'époque, quand je jouais à Goblins 2 sur Adi, j'ai déjà raconté cette histoire 1 ou 2 fois, je crois, y compris sur Gros Pixel. La version à laquelle je jouais avait un bug, je ne sais pas pourquoi. Mais, grosso modo, je squeezais une partie du jeu, parce que l'objectif final de ce tableau est de parvenir à rentrer dans ce trou-là, afin d'infiltrer le château. Sauf que, comme on le voit, il y a des douves, et donc impossible de les traverser. Il va nous falloir trouver du sable magique qui, en le balançant, va permettre, voilà, de créer un pont, et ainsi d'accéder à cette ouverture. Et jadis, lorsque j'arrivais dans cet écran dès la première fois, il y avait déjà le pont. Et donc je pouvais passer. Et donc ça m'étonnait puisque, justement, on me proposait à côté de ça d'accéder à 2 autres écrans dans lesquels du coup je n'avais rien à faire. Et lorsque je rentrais dans le château, bah du coup j'avais des objets en moins et des objets en plus par rapport à ce que j'avais dans mon inventaire. Le bug, j'ai pu le comprendre que c'était un bug justement, et ça m'étonnait puisqu'il y avait cette rupture entre écran de l'ordinateur, écran physique, et écran dans lequel on pouvait naviguer. Et ça, c'est quelque chose, il me semble, qui est encore peu pris en considération lorsque l'on parle de jeux vidéo. You're very lucky, my friend. No worries. Paf. Voyons voir avec
Winkle, ce qui se passe. On prend en compte peu ça en considération en fait. Ça commence à être fait, mais davantage encore dans une perspective poétique ou stylistique du bug ou du glitch. Hein, il y a eu des études de ça récemment, mais plutôt dans le domaine de l'esthétique, hein, ou justement de la philosophie, on va dire, du jeu vidéo, mais moins dans son fonctionnement propre, à proprement parler, alors que ce ne sont pas, pour moi, des pures affordances de l'exercice du jeu vidéo. Borrow the carpet and come up to see me. I can't hear you from up here. Mais ce sont des choses qui déterminent, dans premier plan, des contraintes de game design, que sans ça, on ne pourrait pas analyser. De la même façon que l'on ne peut pas analyser parfaitement la langue sans prendre en compte le support d'écriture, par exemple, la typo-disposition, et ainsi de suite, on ne saurait véritablement... Ah, je crois que c'est Winkle qui doit utiliser... Non. Youpi. Youpi. Ah non, oui, je me rappelle de ça. Voilà. Il faut d'abord qu'il y en ait un qui prenne la bombe. Et ensuite... Oh, Fingus. Tu n'es pas patient. Donc ce sont des éléments d'affordance du jeu vidéo qui déterminent véritablement son fonctionnement. Donc évidemment vous vous doutez bien que l'on ne peut pas juste passer par la porte du château, hein, si on s'y essaie. Ça va très mal se passer pour nous. Donc voilà, il y a des enjeux de game design qui passent par rapport à ces éléments-là. Et l'inclure, ce n'est pas uniquement expliquer ces choix de jeu et de délimitation des contraintes du niveau, de lisibilité de l'écran. Ça permet également d'avoir... Oh. Vous êtes décidément très méchants, vous autres. D'avoir une porte d'entrée vers des explications de phénomènes comme les glitches, comme les bugs, comme certaines techniques de speedrun que l'on considère comme à part de l'exercice vidéoludique, puisque l'on considère très souvent l'exercice du jeu vidéo selon un emploi assez standardisé et moins selon des pratiques de speedrun, de superplay, de glitch hunter, de chasseur de glitch, hein. Toutes ces choses-là, toutes ces choses-là étant considérées comme un peu à part de l'exercice du jeu vidéo, comme des déviances, alors que pour moi elles font pleinement partie de l'inventabilité vidéoludique. De la même façon que dans le cadre de l'évolution en linguistique, on ne peut pas dire que les agrammaticalités, que les imprécisions, que les erreurs à gauche et à droite sont en dehors de la langue, puisqu'elles sont motrices, généralement, de l'évolution linguistique et de ce qui deviendra plus tard, des nouvelles formes de normalisation de la langue. Et on sait qu'il y a des éléments, et ça j'ai déjà eu l'occasion de le dire, qui étaient des éléments de sérendipité, hein, d'accidents, des éléments qui étaient des erreurs de programmation, des bugs, hein, comme le défilement des ennemis
dans Space Invaders par exemple, ou bien des défauts de coloration dans certains jeux Pokémon qui ont donné naissance au concept du shiny. Donc de la même façon que certaines imprécisions linguistiques donnent naissance à des formes qui se standardisent, des erreurs et des glitches de jeux vidéo deviennent, dans certaines séries au long cours, des features, des procédures de gameplay, des éléments de gameplay à part entière. Et donc, ne pas les prendre en considération, c'est fermer la porte à un certain nombre d'explications qui pourraient nous permettre de plonger davantage dans ce qui fait la spécificité du jeu vidéo par rapport aux jeux physiques, sportifs, par rapport aux jeux de plateau, et ainsi de suite. Pour lequel le cadre d'analyse est parfois un peu trop... Boom. Hop. Pepper. Et un peu différente. Donc, je sais pas jusqu'à quand je vais jouer. Je vais terminer, je pense, hop, cet écran, et puis ensuite, je pense que j'arrêterai. Alors, je ne sais plus dans quelle maison il faut rentrer pour récupérer le ballon de basket. Il me semble que c'est celle-ci. J'essaye de faire des streams un peu plus courts cette fois sur cette saison, parce que je trouvais que 2 heures ça diluait un peu le propos et tous les jeux ne s'y prêtaient pas nécessairement. Alors que là, je trouve que voilà, j'essaye de faire des choses un peu plus courtes, mais peut-être d'en faire davantage. Je vais essayer de faire un stream ce week-end avec un Zelda Randomizer, puisque comme je l'ai dit sur Twitter, c'est une des choses voilà, sur lesquelles je reviens en ce moment, et je me suis dit que ça pourrait être rigolo de le faire en stream. Donc je vais essayer de faire ça. Ah. Donc du coup... Dans quelle maison faut-il rentrer pour ressortir? Par là, ce n'est pas celle-là. C'est celle-là. Hop. Donc vous connaissez, vous voyez l'astuce. Hein. On rentre dans cette maison avec un des personnages pour chasser le petit bonhomme. Et au même moment... Oh. Là j'ai été même un peu trop rapide pour le jeu. Et lorsqu'il sort de l'autre côté... Hop, on le surprend par derrière pour récupérer la balle de basket que l'on va donner aux joueurs. Je ne sais absolument pas pourquoi il y a un joueur de basketball dans cet arbre. Vous voyez que les règles des jeux Goblins sont plutôt absconses. Ça va se développer au fur et à mesure des épisodes. Le premier Goblin, c'est assez obscur, le deuxième encore. Le troisième va quand même nous guider davantage dans ce que l'on doit faire. Mais ici, pareil. Savoir qu'il faut utiliser Winkle sur le basket pendant que le ballon rebondit pour que l'on puisse faire sauter. Et pourquoi pas? Oui, tout à fait. Alors, monsieur le maire. Mayor, what's to be seen around here? Go and see Tom, our master clockmaker, and he'll help you pass the time. Mais oui, j'ai passé beaucoup de temps sur ce jeu quand j'étais petit. Burgomaster, whose is that lovely house which refuses to open? It belongs to Tom, our master clockmaker. Give 2 short knocks on his door. Donc voilà, on va terminer
Eh bien. Pourquoi je n'arrive pas à... Voilà. La zone d'interaction du Clockmakers. Bonjour, monsieur le Clockmaker. Dear Master Clockmaker, we'd like to see your talent at work. If it's an hourglass you want, replace the clock's tick-tock with a melody. Ok, donc maintenant il nous faut une mélodie. Oui, ça fait partie des objets que l'on peut récupérer dans les goblins, des mélodies, des odeurs. You're wasting my time, Dopey. There are only hourglasses here. Donc voilà, c'est tout ce que l'on pouvait faire dans cet écran. Si l'on veut poursuivre le jeu, et peut-être que je le poursuivrai, il va nous falloir après parler à Kael et rentrer voir un autre sorcier. Je termine par une petite anecdote de développement qui nous montre que nous sommes dans la version européenne du jeu et non pas dans la version américaine. Les deux versions sont identiques à un détail près qui se trouve dans cet écran. Est-ce que vous êtes capable de le définir? C'est qui dans cet écran a provoqué un besoin du côté américain de faire une légère modification afin que ça puisse être commercialisé aux États-Unis? C'est assez subtil. Je me demande si vous êtes capable de le voir. Ça fait partie des anecdotes que je trouve rigolotes sur l'histoire de ce jeu et sur l'histoire de... Voilà, sur l'histoire du jeu vidéo en général. Je pense pas que ce soit quelque chose de très connu. Mais non, pas du tout. L'arbre n'a posé aucun problème. Pas du tout. En fait, là, si vous voyez au-dessus de ma souris, vous avez une nymphe. Une sorte de fée, hein, de petite fée. Et là, dans cette version européenne, elle est nue, en fait. Là, elle a que des pixels de couleur rosâtre, donc ce qui laisse à croire qu'elle n'a pas de vêtements. Donc elle est nue. Et ça a posé des problèmes pour la commercialisation aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis, la distribution du jeu a été justement faite par Sierra Online, ce qui produira d'ailleurs le 3e épisode de la saga Goblins, qui sera donc appelé Goblins Quest 3 pour que ça rentre dans le catalogue des jeux de la compagnie, comme les King's Quest, les Space Quest, les Quest for Glory, les Police Quest, etc. Et donc, lorsqu'ils ont vu ça, ils ont exigé que l'on redessine la nymphe afin de lui mettre un soutien-gorge et une culotte, parce que sinon, il risquait d'avoir des problèmes avec la censure. Et ça risquait d'avoir des lettres d'insultes de la part des mères de famille qui s'inquiètent que leurs petites ouailles jouent avec des jeux dans lesquels on a une demoiselle qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 pixels de large. Hein. Voilà, c'est très difficile à distinguer, entièrement nu. Bon. Et donc, dans la version américaine du jeu, ils ont ajouté des petits pixels de couleur au niveau de la poitrine et au niveau des hanches, voilà, pour l'habiller, pour lui donner une sorte de combinaison, voilà, comme une sorte de, je sais pas, de juste au corps, un peu comme Clochette dans le Peter Pan de Disney, quoi, vous voyez, un genre de, je sais pas comment on peut dire, de juste au corps, oui. Et donc, ils étaient très contents. Et donc, à partir de là, alors c'est vraiment surprenant parce que c'est souvent la même chose. Nintendo faisait pareil à l'époque avec ses jeux sur le territoire américain où ils rhabillaient les statues de nus, où ils éliminaient, ils gommaient tout ce qui était référence au sexe, à la nudité, etc. Mais par contre, dans le jeu, un peu plus tard, il y a des références à la drogue, à la marijuana, à l'alcool, comme on a vu, il y a de la violence et tout, mais ça, aucun problème. Par contre, la nudité, attention, il faut veiller au grain et faire en sorte que tout soit au cordeau pour le marché américain. Les choses ont dû évoluer, je pense, depuis une trentaine d'années, mais voilà, ça fait partie des événements qui, à l'époque, étaient encore assez notables quand les développeurs européens voulaient exporter leurs jeux aux États-Unis.
Voilà, il y a énormément de témoignages qui disent voilà, qu'il fallait faire attention à ce type à ce type de choses. Bon. Quoi qu'il en soit, je vais m'arrêter là pour ce soir. Donc voilà, j'essaye de faire des streams un peu plus courts. Je vous remercie toutes et tous pour voilà, celles et ceux qui sont passés ce soir. Ça me fait toujours très plaisir, hein, quand vous m'accompagnez pour mes petits streams. Comme toujours, donc cette vidéo sera disponible pendant une semaine sur Twitch. Demain ou après-demain, je la téléchargerai, je la mettrai sur ma chaîne YouTube pour revisionnage. Et la semaine prochaine, normalement, je pourrai, sans problème aucun, faire un stream. Voilà, sur un autre sujet que je définirai et que je diffuserai d'ici quelques jours. D'ici là, passez une bonne soirée. Et puis, à la prochaine. Passez une bonne fin de semaine. Ciao, ciao.